c'est Sonny Anderson, donc de Gunnar à Sonny, finalement, il n'y a qu'un pas. Sonny Anderson qui a porté la tunique olympienne à 24 reprises. C'est éphémère, mais il a quand même mis la bagatelle de 16 buts. Alors pourquoi je parle de Sonny Anderson? Parce qu'il va être question dans la deuxième partie des retours qu'il y a pu avoir à l'Olympique de Marseille. Peut-on faire du neuf avec du vieux? Telle sera la question. Et Sonny Anderson, lui, aurait pu revenir justement à l'Olympique de Marseille après avoir fait cette fameuse saison de 1994, si je ne dis pas de bêtises. Il a été question au moment du recrutement de Ibrahima Bakayoko, vous pouvez le constater, dont on n'a pas parlé, comme les légendes olympiennes. Pour le trait d'humour. Donc on n'a pas pris Sonny Anderson, qui effectivement est plus étiqueté Olympique Lyonnais, enfin FC Lyon, pardon, excusez-moi, eu égard aux années durant lesquelles il a officié là-bas. Mais ça aurait pu être un retour intéressant à Marseille pour le coup. Et donc, il va être question, messieurs, des différents retours qu'il y a pu avoir. Alors, on a parlé, il a été question tout récemment des retours d'André Ayou et de Gustavo. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité? On a vu tourner ça sur les réseaux sociaux, sur certains médias. Benjamin, ça t'inspire quoi, toi, les retours en général? Et dis-moi brièvement ce que tu penserais justement des cas Gustavo et André Ayou. C'est compliqué les retours. Déjà, je suis pas trop retour, hein, que ce soit retourner avec son ex ou je sais pas quoi. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, bref. Là, on a deux cas différents, mais deux cas qui sont un grand non pour moi. Le fait que André Ayou, qui était un joueur vraiment que j'aimais beaucoup, hein, façon de jouer, tout ça, il était relativement efficace, un bon buteur pour un ailier. Le fait d'être parti gratuitement et de ne pas avoir fait profiter d'une petite manne financière à l'Olympique de Marseille, c'est clairement non. Alors que si on parle de Samir Nasri qui reviendrait à l'OM, alors que je sais qu'il est cramé, je dirais bon. Je me souviens qu'il a rapporté quand même quelques millions à l'OM alors qu'il n'en était même pas obligé. Hein. Et pour Gustavo, il me semble que c'est trop tard. C'est trop tard. On veut construire du neuf, donc peut-être que s'il était venu à l'OM plus jeune et qu'il entamerait seulement sa trentaine, pourquoi pas, mais là, il me semble que sa première saison à Fenerbahçe était pas mal, mais que la saison là, il a eu du mal, il a fini sur le banc. Les échos que j'ai eus n'étaient pas top, quoi. Je suis désolé pour ces deux joueurs-là, et ça va me permettre de donner la parole à Kevin, mais ce sont des joueurs aussi qui ont fait du départ de l'Olympique de Marseille une question d'argent. On se rappelle aussi de Gustavo avec sa possibilité de signer en Chine. Est-ce qu'on a envie de voir revenir des joueurs comme ça, Kevin, justement, qui finalement n'ont pas priorisé l'Olympique de Marseille et son institution, quand bien même ils auraient clamé leur amour pour le club, même si c'était un degré moindre pour moi concernant Gustavo, qui est toujours resté quand même comme un élément qui donnait tout pour l'équipe dans laquelle il officiait, mais qui n'avait pas non plus manifesté un amour démesuré à l'Olympique de Marseille. Selon moi, je pense qu'il y a des joueurs avec lesquels on a été beaucoup plus sévères, même par la suite, qui ont montré plus d'amour au club. Est-ce que, pour toi, des joueurs qui sont comportés de cette manière-là, Kevin, ça mériterait de les revoir à nouveau à Marseille? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un mea culpa de leur part pour que ça puisse être le cas? C'est difficile à dire parce que moi, j'ai plutôt un avis tranché sur la question. Les joueurs, ils sont partis. Je suis pas trop fan, voire pas du tout, pour la simple et bonne raison qu'à Marseille, je crois pas qu'on ait beaucoup d'exemples de joueurs que nous sommes allés récupérer, à part Steve Mandanda, qui a fait une brève apparition en Angleterre à Crystal Palace, qu'on est retourné, on est allé chercher ensuite pour le récupérer. Mais si on prend des exemples récents, Thauvin était en situation d'échec à Newcastle. On a pris Payet, ça peut être une exception parce qu'il était au top à West Ham. Mais je trouve que si ça apporte un plus vraiment à l'effectif actuel, pourquoi pas? Mais je suis pas fan. Sur le papier, je suis pas fan. Mais j'ai envie de vous dire, quel que soit en fait l'amour qu'a pu porter les joueurs au maillot, en fait, je trouve que le joueur est parti. Là, en plus, c'est assez régulièrement, on se retourne vers des joueurs qui sont passés par chez nous, mais qui du coup se retrouvent là, soit en situation de fin de carrière, soit en situation de constat d'échec, pour relancer. Je voudrais pas que notre club serve à relancer des joueurs pour leur faire plaisir, pour les aider. On doit avant tout se renforcer avec des joueurs
qui sont tout simplement en état de renforcer le groupe et l'effectif. Moi, j'ai un avis là-dessus assez tranché. Moi, je suis pas pour du tout. Voilà, qu'on fasse du neuf avec du vieux, je suis pas fan du tout. Et puis En plus, il y a des arguments. Et justement, Sabri, tu vas pouvoir prendre la suite. Kevin nous disait qu'on a été chercher des joueurs justement qui étaient peut-être en situation d'échec. Est-ce qu'on ne doit pas s'attarder finalement plutôt sur ce qu'ils ont fait lors de leur retour à l'Olympique de Marseille? On nous parlait justement de Florian Thauvin et de Dimitri Payet. Est-ce que tu trouves en fait que c'est un retour concluant pour ces deux personnes-là? C'est mitigé quand même. Hein. Ça a été des retours assez compliqués, assez mitigés. Bon, après, il y a eu des aléas, il y a eu des blessures, il y a pas mal de choses qui sont rentrées en compte derrière. Mais pour compléter ce que disait Kevin, honnêtement, on repart sur un projet de une page blanche pour repartir à zéro. Il faut pas revenir sur le passé. Exactement. Il faut pas revenir sur le passé. Pour moi, on a toujours envie de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux jeux, de nouvelles physionomies de voir des matchs. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Moi, je pense qu'il faut aller recruter des personnes qu'on ne connaît pas et quitte à prendre des risques, il faut les prendre, mais pas repartir sur des joueurs qui sont passés chez nous. Ouais. Alors moi, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin dans la réflexion, en fait. Je vais aller un peu plus loin. Moi, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas oublier le contexte. À l'arrivée de Franck McCourt avec Jacques-Henri Hérault, on avait deux personnes, ils sont toujours là, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on sait. Ça n'a pas bougé. Hein. Ces deux personnes qui sont arrivées à Marseille ne connaissent pas le football. Ils ont essayé de faire de la politique, de séduire le supporter marseillais. Et ça prouve le manque d'identité de ces personnes qui sont arrivées dans ce club. Et je pense que si on a voulu faire du réchauffé avec du vieux, c'est parce qu'on a essayé de vouloir séduire les supporters. Je vous rappelle que c'était un peu la crise, c'était un peu chaotique. Et à l'époque, Payet bénéficiait de cette sympathie des supporters de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on a fait un peu de politique, on a essayé un peu de nous séduire, mais sur le plan sportif, moi je peux dire que je suis désolé, Payet, c'est un échec, parce que qu'est-ce qu'il nous a apporté depuis? On n'a rien gagné avec lui. Florian Thauvin, c'est un échec, c'est un constat que je fais, on n'a jamais rien gagné avec lui non plus. Donc voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu ne fais pas du neuf avec du vieux, et que ça soit André Ayou qui est parti, qui nous a fait galérer jusqu'à la fin, qui n'a pas voulu prolonger, après il fait ce qu'il veut, mais tu ne fais pas gagner un petit billet au club. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus que Gustavo, il a payé une partie de son transfert pour se casser et aller en Turquie. Et ça, on l'a appris quelques jours après. Donc voilà, arrivé à un moment, je pense qu'il faut arrêter de nous prendre aussi pour des cons. Les sentiments, c'est bien beau, mais le projet, pour moi, c'est le plus important. Et arrivé à un moment, pour avoir une identité, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Et au contraire, faut aller démarcher. D'ailleurs, Pablo Longoria, je trouve qu'il fait du très très bon travail actuellement. Voilà. Alors, il fait peut-être du bon travail, Longoria, mais moi je trouve que s'il est à l'initiative justement de ces rumeurs-là, c'est qu'il méconnaît le microcosme de l'Olympique de Marseille, une partie de son histoire, parce que personnellement, la façon dont sont partis ces joueurs-là, ça me dérange beaucoup. Et ils pourraient être vraiment même au top de leur niveau, que ça me poserait question. Donc, en parlant d'échec, Mandanda n'en était pas un. Et de Mandanda à Fabien Barthez, Benjamin, il n'y a qu'un pas. Est-ce que le retour de Fabien Barthez a été concluant, lui? Alors, moi, ce que j'aime chez Fabien Barthez, il y a des joueurs comme Bruno Germain qui sont revenus à l'Olympique de Marseille quand on était en Ligue 2. Et ça, c'est quand même très appréciable. On parlait justement de contexte. Ouais, du contexte, ouais, c'est ça. À souligner, Fabien Barthez était resté, lui, lorsque nous sommes tombés en Ligue 2 sur la saison 94-95. Et il est revenu. Qu'est-ce que tu as pensé justement de ce retour? Est-ce que c'était concluant? Est-ce que ça ne l'était pas? Et est-ce qu'on aurait dû rester sur l'image qu'on avait de lui avant? Ah non, je trouve que son deuxième passage à l'OM est une réussite aussi, hein, même si à la fin ça a été plus compliqué. Bon, ça a été vachement plus compliqué pour lui quand il est parti de Marseille, surtout avec l'expérience à Nantes, le pauvre. Mais non, alors je suis pas objectif parce que j'aime beaucoup ce gardien et donc j'étais très content de le voir revenir à l'OM forcément.
Mais non, à mon sens, alors il avait vieilli, certes, et voilà, mais il arrivait de Manchester quand même. Il était, voilà, c'était Fabien Barthez, champion du monde, champion d'Europe, gardien titulaire. Donc, et bon, sur le terrain, je me souviens pas d'énormément Non. de périodes calamiteuses et tout ça. Non, c'est le sang, Barthès, comme on peut le voir justement à l'écran. C'est ce qu'il nous est dit. Barthès ADN olympien aussi, certainement et maintenant de Gilles, c'est clairement le cas. Je suis comme toi, Benjamin. Moi, j'ai du mal, si tu veux être objectif. Barthès est un gardien que j'aime beaucoup. C'est certainement le gardien que je préfère. Donc, j'ai grandi aussi avec ce mec-là. On l'a vu aussi bien jouer donc à Manchester. On chantait quand même la Marseillaise pour Fabien Barthès. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. C'est pas ce qu'on voit partout. Est-ce qu'il a manqué ce titre? Parce que tu parlais de Bourg, moi je peux t'en citer une. Il n'a pas non plus été. Donc, déjà, en finale de Coupe de l'UEFA, malheureusement, il y a un carton rouge qui fait qu'on ne gagne pas le match. Alors, on a vu aussi qu'il y a des événements récents sur Valence où on se pose des questions un peu sur la situation des joueurs au moment du match, mais ça, c'est un autre débat. Exactement. Et il y a ce but de Dorasso où, pour moi aussi, en finale de Coupe de France, il est clairement avancé. Et malheureusement, il manque ça. Surtout sur cette période, il nous manque ce titre. L'un ou l'autre, j'ai envie de dire, on se serait, eu égard à la situation actuelle, on se serait contenté de l'un, même du titre de Coupe de France. Est-ce qu'il ne manque pas ça pour que ça soit une totale réussite, même si, évidemment, je ne vais pas changer d'avis et que je suis totalement d'accord avec les propos que tu énonçais tout à l'heure. Si, c'est vrai. Bon, je considère moins le coup à Stockholm, un final à Stockholm, comme une bourde, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu, je vais pas faire ma victime. On fait assez les victimes comme ça, nous Olympiens. Mais j'avais l'impression que c'était un petit peu lourd de siffler un penalty carton rouge, même si sa sortie était à peu près hasardeuse et tout ça. Mais oui, c'est bien sûr. Voilà, Fabien Barthez serait peut-être une énorme légende maintenant à Marseille si, sur son retour, il avait réussi à nous faire remporter un titre. Voilà, même cette finale de Coupe de France face à Dorasso. Dorasso qui s'excuse d'ailleurs. Hein. Moi, ça m'est arrivé de le croiser à Paris, dans le 18e arrondissement. Il venait me demander une clope à la sortie d'un bar. Je me souviens. Ça, c'est l'anecdote. Et il m'a dit, tu es Marseillais. Bon, okay. Je te comprends, ça va. J'étais présent dans ce jour-là. C'est dire si je m'en rappelle, parce que la fin n'était pas heureuse malheureusement. Je vais vous citer un exemple, très bon exemple d'ailleurs, qui fera plaisir à celui qui me l'a rappelé. Un exemple de retour concluant est celui de Boubacar Sarr, justement, qui a remporté la Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises, avec l'OM puis avec le PSG, et qui est revenu à l'Olympique de Marseille et qui a permis à Marseille de remonter plus tard en Division 1, comme quoi en fait l'appréciation des retours réussis ou non n'est pas forcément, enfin je veux dire, il n'y a pas qu'une seule façon de le voir. On ne peut pas dire vraiment, tu vois, tout à l'heure j'entendais, je crois que c'était Kevin ou Sabri, peut-être les deux, qui disaient je suis clairement contre, mais il y a quand même des exemples. Si on fait abstraction des joueurs qui sont partis en prêt, on peut parler de Deschamps, on connaît tous cette histoire-là, quand il est prêté à Bordeaux et qu'il revient à Marseille et qu'il dit à Bernard Tapie, si je vais rester, en plus je vais réussir. Si je te parle des joueurs qui ont été transférés et qui sont revenus, il y a quand même eu des cas qui ont été de grandes réussites. Cet exemple-là en est vraiment l'exemple. Et je revenais un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure. On est aussi encore une fois sur Drogba, sur le mythe de son retour éternel que nous n'avons jamais vu venir. Et pourtant, il a fait des appels du pied. J'ai envie de le dire comme ça, mais je me rappelle d'une situation avec José Amigo où il était revenu après avoir signé un an à Chelsea au stade, et puis on lui offre un maillot et il dit j'ai re-signé à l'Olympique de Marseille. Il y a eu cette attente sur ce retour-là, comme quoi on ne peut pas vraiment être catégorique sur le fait que les retours ne sont pas forcément toujours une belle histoire qui va se renouveler. Je vais poser la question au COP, justement, Edine, Kevin. Ce retour avorté de Drogba vous laisse un petit peu sur votre faim. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, j'ai été surpris, moi, par le départ de Drogba.
D'ailleurs, lui aussi. Ben, lui aussi, ouais. Voilà, Clairement. parce que c'est vrai que voilà, il n'y a pas eu, enfin, il y a eu tellement d'amour et d'échanges entre les supporters. Moi, je parle en tant que supporter, hein, bien sûr, entre lui et les supporters. Moi, honnêtement, j'ai pas compris son départ. Il a fait une saison pleine. Franchement, il nous a éblouis. Mais donc, moi personnellement, j'ai pas compris son départ. Mais et maintenant, attendre. Honnêtement, j'étais pas pour. J'étais pas pour son retour. C'est peut-être le mien, je pense, de micro qui grésille. Ça grésille encore là? Non, ça va, t'inquiète pas. Si tu bouges pas Ok, trop, ça fait pas ok. tant C'est que ça, peut-être moi, t'inquiète ouais. pas. Voilà. Réflexion qui est intéressante. Ouais. Donc en fait, non, non, moi honnêtement, j'étais pas pour son retour. Après, c'est vrai qu'il y a eu énormément de. Après, moi, honnêtement, je prenais pas trop ça au sérieux. Tant que c'était pas vraiment officiel, je me prenais pas trop la tête avec ça. Mais j'étais pas pour. Après, j'imagine que d'autres supporters l'étaient, mais pas moi en tout cas. Messieurs, Ah, Sabri et Kevin, dans l'ordre? ah, après, tout dépend de comment ils sont partis, dans quelles conditions physiques ils sont avant de revenir. Parce que si faire un retour et faire un retour raté aussi, c'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour leur image également. C'est vrai. Il y a Puis Sabri, je me rappelle, il y a eu énormément. Ça a duré longtemps, hein, la rumeur Drogba, ça a duré longtemps. Donc, moi, honnêtement, au début, j'étais un peu chaud. Mais quand j'avais vu que ça prenait vraiment de temps et puis en fait, c'était pas concret, à la fin, bah, enfin, voilà, tu la laisses ton ex. Hein, tu vois ce que je veux te dire? Tu cherches plus Puis, trop à la revoir, quoi. chaque année, on l'entendait cette rumeur. Ouais, c'est ça. C'était un vieux serpent de sable qui revenait assez régulièrement. Donc, C'est ça. Donc, à la fin, tu prenais plus trop la rumeur au sérieux. Qu'est-ce que je veux dire, Benjamin? Je m'excuse je veux pas nous vieillir. Moi, je suis de 82 aussi, donc comme ça, je te mets à l'aise directement. Et je vais encore une fois parler de Papin, mais parce que ce sont nos exemples, en fait, finalement. Papin, lui, il a été question qu'il revienne en 96. Alors là où c'est paradoxal, je parle pour moi, mais je pense pas me tromper en me portant un petit peu, en me faisant la voix des supporters, justement, qui est un peu le symbole de cette émission. J'étais pas pour son retour. Lorsqu'il est revenu, lorsqu'il était question qu'il revienne autour de 96, alors c'est aussi, malgré le fait qu'il ait marqué clairement l'histoire du football de l'Olympique de Marseille et le football français, hein, on peut le dire également, parce que c'est un attaquant qui avait ces capacités-là, bah, de toute façon, moi, j'en ai pas vu d'autres, en tout cas, à l'OM depuis, hein, sincèrement, si ce n'est la corrélation qu'on peut faire avec Drogba. Et par contre, j'ai jamais voulu justement le voir revenir à l'OM. Alors, il était parti au Bayern, donc Milan évidemment avant. Il est parti à Bordeaux. Alors, il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de supporters qui me disent, j'ai pas compris pourquoi il a signé à Bordeaux. Mais je sais pas si toi à ce moment-là tu as ce ressenti-là. Mais pour moi, comme pour d'autres, il était clairement pas question de le voir revenir à Marseille, Jean-Pierre Papin. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce moment-là? Ouais, bah, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'à cette époque, 1996, comment dire, ça faisait 4 ans quasiment qu'il cirait les bancs en fait, parce que il a jamais vraiment parfaitement trouvé sa place, que ce soit au Milan AC ou au Bayern, ça a toujours été un entre-deux. Je veux dire, il n'a pas explosé. Et voilà, oui, j'avais peur aussi qu'il gâche. J'étais un peu sur la même ligne que toi parce que j'avais peur qu'il gâche un petit peu ce qu'il avait pu faire avant. Enfin, gâcher, oui, avoir un retour Ouais. beaucoup Ouais, c'est ça. moins fringant, quoi. Pour le coup, que l'histoire ne se répète pas. C'est ça, c'est ça. Au Et final, aussi, on pense tous la même chose, en fait. ça. Ben oui. Aussi bien sur le terrain qu'en tribune, parce que il y a quelqu'un qui m'écoute et qui disait tout à l'heure dans le chat qu'on ne peut pas vivre deux fois la même histoire d'amour. Et ça aurait été clairement le cas avec lui. De toute façon, comme tu viens de le dire, il était quand même clairement. Après, je vais revenir sur quelque chose. Il était quand même clairement en déficit au niveau des qualités, même physiquement. C'était plus du tout le même joueur qu'on avait connu. Je pense que ça aurait été un flop. Mais malgré tout, pour être honnête, par rapport à l'année qu'il fait à Bordeaux, justement, lorsqu'il signe au Girondins, je pensais le voir à un niveau encore plus difficile que celui qu'il a eu. Mais je ne te cache pas Pareil. qu'il y a eu aussi tout ce qui a suivi la finale de la Coupe d'Europe.
les propos qu'il a pu avoir. Ça m'a un peu dégoûté du personnage et pourtant, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, Jean-Pierre Papin, c'est l'idole de ma jeunesse. Hein. Je veux dire, j'ai aimé aussi l'OM avec Jean-Pierre Papin. Pour moi, les deux sont liés à cette époque-là, évidemment. Donc, c'est une grosse déception de devoir se dire ça, encore plus que pour un autre joueur. On parlait de Drogba ou d'autres. Mais voilà, j'ai préféré rester sur l'histoire qu'on connaissait de lui. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. J'ai envie de te faire un prolongement. Il y a un ancien joueur à nous qui pourtant, qui était défenseur, il était arrière, mais qui a laissé sa vie sur le terrain un paquet de fois. Moi, je me souviens qu'il a laissé 2 dents contre Bolton. J'étais au stade, Habib Beye, qui commençait, donc c'était pas pour revenir jouer, mais qui commençait à passer ses diplômes d'entraîneur et tout ça. Et il y a un an, on se disait, mais pourquoi pas Habib Beye un jour à l'OM? Bon, on s'aperçoit qu'avec les propos qu'il tient chaque week-end sur l'antenne de Canal+, et tout ça, qu'au final, non, ça va plus être possible. C'est même pas le problème d'être un véritable robinet d'eau tiède, mais c'est de ne pas savoir défendre l'Olympique de Marseille alors qu'il a vécu quelque chose de sincère. On a vécu quelque chose de sincère avec lui, hein, même si ce n'était pas au niveau de Papin, soyons clairs. Mais c'est quelqu'un qu'on a tous en estime. Donc, quand on se souvient d'Habib Beye sur le terrain, tous voit, c'est bien. C'est un joueur qui est venu, qui était discret, qui s'est imposé, qui n'a jamais été épouvantable sur le terrain. Bon, bah, là, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu pareil. Tout à fait. Messieurs, sur Habib Beye, Kevin? Alors, Habib Beye, je suis partagé parce que le rôle de consultant télé, je peux me tromper, mais moi j'ai beaucoup l'impression quand même, mais quelle que soit la chaîne, Canal, l'équipe, quel que soit le média, j'ai un peu l'impression que certains jouent un rôle. Je ne sais pas si on peut dire vraiment de tous qu'ils sont eux-mêmes en plateau. Je peux me tromper, mais quand il m'arrive de les écouter, pour prendre l'exemple d'Habib Beye, j'écoute et je vais vous dire que je débranche un peu le cerveau. Parce que je ne sais pas si ça va beaucoup m'apporter d'écouter un débriefing d'Habib Beye ou plus ou moins qu'une autre personne, pour être honnête. Ouais, alors je suis assez d'accord avec toi, mais le côté où il se crée un personnage, parce que bien sûr, ils sont en représentation, enfin dans les médias, on est toujours en représentation, donc on se crée totalement un personnage. C'est un personnage, c'est un peu insipide, c'est un peu fade. Voilà, c'est insipide, et à un moment où on devient entraîneur, c'est-à-dire meneur d'hommes, un petit peu comme capitaine et tout ça, on a aussi ce personnage et la personnalité est extrêmement importante. Et le fait de ne pas avoir défendu l'OM quand on avait Ménez et tout ça qui crachait sur des choses complètement nazes. Et on a énormément d'exemples où il était là et il tournait les yeux et qu'est-ce que je dis? J'attends que ça se passe, mais j'ose rien dire. Alors qu'il aurait pu juste rééquilibrer. Il sait très bien la cote d'amour qu'il y avait à l'OM avec lui. Voilà. Après, bien sûr, le rôle de consultant télé, c'est pas spécialement facile. Mais bon. Benjamin, merci d'avoir élargi le débat et moi je vais l'élargir une dernière fois grâce à ce qui nous est soumis dans le chat et malheureusement après cette émission touchera à sa fin et je suis vraiment très, très content de parler d'ailleurs de lui, de son retour parce que évidemment si quelqu'un m'a marqué particulièrement à l'Olympique de Marseille, c'est même pas un joueur mais c'est lui, le grand, le seul, l'unique, Bernard Tapie, revenu en 2001. J'aurais voulu être dans le stade au moment où les supporters ont scandé son nom dans la tribune lorsqu'il a pris place aux côtés de Robert Louis Dreyfus, mais on voit qu'effectivement son retour n'a pas été non plus une grande réussite parce que c'était aussi soumis sur ce qui nous était proposé, c'est une question de contexte, il n'avait pas non plus la possibilité d'avoir, il avait plutôt les mains liées, et donc son retour ne restera pas comme quelque chose de mémorable. Un mot sur ça avant qu'on puisse conclure, Benjamin. Ouais, voilà, en gros moi je l'ai quasiment oublié ce retour de Tapie. Parce qu'on se tape la saison qui est probablement la pire qu'on ait pu avoir depuis la remontée, on va dire. Donc, voilà. Je vais pas te dire que tu m'apprends quelque chose, parce que je le sais très bien, mais je me voile quasiment la face dessus. Pour rester avec une bonne image, on va dire,
de ce qu'a construit Tapi à l'OM pendant les 7 ans de 86 à 93. Kevin, moi je me rappelle en tout cas d'un attaquant qu'il avait trouvé en 2001, Bernard Tapie, puisqu'on parlait justement du poste d'avant-centre. Un attaquant espagnol qui m'avait beaucoup plu, qui arrivait de mémoire du FC Barcelone et qui s'appelait Alfonso. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? Ouais, ça me rappelle de vagues souvenirs, mais c'est loin. Hein. Très honnêtement, c'est loin. Moi, je me rappelle plutôt c'est l'époque Drogba encore, mais elle m'a marqué parce que j'ai trouvé ce joueur. Je me demandais ce qu'il faisait au club. C'était un autre espagnol, c'était Coquet. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Ah, si. Moi, j'ai en Bolivie. Hein. Voilà, on a connu tellement d'exemples un peu étranges, mais je t'avoue que non, pour être honnête avec toi, le joueur que tu cites, non, je ne me rappelle pas trop. Juste moi de non nom. plus, ça va pas marquer. Mais je pourrais pas t'en faire un monologue, très honnêtement. Alors, il avait quand même mis là-bas. Donc, il est arrivé en cours de saison au mois de janvier, si je ne dis pas de bêtises. Et il faudra C'est ça. mes propos, mais... C'est ça, il est arrivé au mois de janvier en prêt. Et il y a eu Alfonso Ribera qui était arrivé en même temps du Real Madrid. Ah, exact. Ça parle. Bravo Sabri. Effectivement, il y avait Joseph Yobo aussi qui est arrivé sous du Standard de Liège. Et Standard de Liège. Alfonso, c'est ça. Il avait des chaussures blanches et je crois qu'il a quand même mis la bagatelle de 7 ou 8 buts sur la deuxième partie de saison. C'est pour ça que j'ai voulu faire une corrélation avec la première partie sur les attaquants que nous avons faite. Benjamin, c'était un plaisir de te recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Et justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce film? Qu'est-ce qu'on peut faire je vous passerai des infos forcément quand ce sera possible réellement de le lancer. Je croise les doigts pour enfin trouver des créneaux. Bon, normalement, septembre-octobre, ça devrait le faire, ça devrait être beaucoup plus simple. Ensuite, que le film vive un petit peu sa vie. Alors, c'est un peu moyennement sous le tapis, mais vu que j'étais passé via un financement participatif, c'est très important qu'on fasse l'avant-première avec les gens qui ont participé à ce projet-là. C'est à ce moment-là que je pourrais distribuer les quelques DVD que j'ai. Ensuite, je suis censé rencontrer pas mal de distributeurs, chaînes et tout ça, donc on verra s'il aura une petite vie à la télé. Et puis à la fin, on verra la possibilité aussi de le distribuer sur des plateformes. En tout cas, l'important, c'est vraiment que ce projet a été très compliqué à monter en termes de production, réellement, parce qu'on l'a fait avec des bouts de ficelle, on l'a fait avec énormément de cœur. L'objectif maintenant, c'est qu'il ait une vraie vie, en tout cas. C'est de pouvoir le diffuser, mais là, on va laisser passer l'été. C'est un peu ridicule de faire des diffusions pendant l'été et tout ça. Souhaitez juste bonne chance pour qu'il ait une vraie vie. Et pour qu'il y ait un maximum de personnes qui le voient. Benjamin, j'ai juste une question. L'Olympique de Marseille est derrière tout ça ou pas? Est-ce qu'il y a un coup de main du club? Un coup de main, je sais pas. Là, c'est parce que ça, c'est... Non. Non. Alors, c'était... ça va faire presque un an. Oui, c'était en septembre, mon financement participatif. J'avais discuté avec quelqu'un qui est assez bien placé au club, qui m'avait un petit peu embobiné, qui est toujours au club d'ailleurs. Monsieur Hérault Comment? Monsieur Hérault, peut-être? Non. Pourtant, non, moins bien placé. Mais Gilles, que j'embrasse, que je salue, le connaît très bien. Et la seule fois où on s'est croisé avec Gilles, on en avait discuté. Mais par exemple, un personnage qui m'a pas énormément aidé, qui m'a montré que les portes étaient fermées. J'avais quelques contacts qui étaient assez proches d'Hérault à l'époque. J'ai essayé de passer des dossiers. Moi, j'avais juste besoin de relais. Je ne demandais pas de sous, je voulais juste des relais. Ça a fini par bouger à la fin de la campagne parce que Hugues Ouvrard a mis 40 € dans le cochon, on va dire. Personnellement, j'ai fini par être relayé la dernière semaine par le compte officiel de l'OM et tout ça. Alors, maintenant que la direction a totalement changé, moi, je compte les inviter à cette avant-première et discuter avec eux parce que je pense que le film sur Gunnar Andersson a une certaine importance, même si c'est une époque totalement différente. Le montrer à des jeunes, c'est un côté vraiment éducation. On a essayé de l'axer comme il fallait. Il y a la moitié qui est très, très football et il y a la moitié qui est comment on gère une après-carrière.
Même si à l'époque, c'était différent, tout était différent, mais bon, la trame reste la même. Donc, non, l'OM, très concrètement, n'était pas spécialement dedans, voire pas du tout, hélas, mis à part certains relais que j'ai réussi à obtenir à la fin, et grâce à des personnes qui sont plus là maintenant. Donc voilà. Ok. Bon, ben, à la sortie du DVD, j'en achète un. Ouais, pas de souci, pas de Promis, souci, j'en mettrai de côté. J'en mettrai de côté, pas de problème. Voilà. Mais ce qui est quand même étonnant, parce qu'on sait que Ouais, Longoria on entend s'intéresse toujours. à l'histoire du club, donc c'est ça qui est bizarre, quoi. Donc c'est une histoire de communication, quoi. Ah non, 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 mais c'était pas Longoria à l'époque. À l'époque, Longoria était directeur sportif, il s'occupait des transferts et c'est tout. Voilà, c'était en septembre dernier. Donc, D'accord. c'est pour ça maintenant que je me dis, je les contacterai maintenant. Alors, tout a été fait et tout ça. Donc, pour leur présenter la chose, peut-être organiser des petites projections à la commanderie avec des jeunes de l'Olympique de Marseille, par exemple. Je pense qu'ils seront sensibles à ça. Hein. C'est pareil pour le nouveau directeur de la communication de l'OM. Je sais que ça a été fait sur divers projets et tout ça. Mais bon, force est de constater que ben, c'était pas le cas il y a 9 mois. Voilà. Ouais, c'était peut-être pas le bon tempo, quoi. C'était pas le bon timing, exactement. C'était pas le bon moment. Ils avaient une vision autre, hein, mais c'était ce qu'avait tweeté Kopp. Et quand j'avais discuté un petit peu avec lui, Grégoire Kopp, donc un autre qui, semble-t-il, était relativement plutôt supporter d'un club qui joue en bleu et rouge plutôt qu'un club qui joue en blanc et bleu. Mais bon, il avait l'air sincère quand même comme garçon et tout ça. Il trouvait ça très bien qu'on ait des projets indépendants. Et moi, il n'y a pas de souci, hein, je ne voulais pas être produit par l'OM, hein, je voulais avoir les mains Oui, libres et bien tout sûr, bien ça. sûr. Tout ce qu'ils produisent en termes de vidéos, alors on va pas lancer sur le débat de l'OM TV qui n'existe plus et tout ça, mais en tout cas, tout ce qui est fait en termes de production de contenu vidéo, oh, ça brille. Les vidéos qui sont faites pour les annonces des joueurs, c'est superbe, ils travaillent énormément, bien, mais bon, il y a des projets qui me paraissent extrêmement importants, voire incontournables. C'est ce qu'ont fait aussi l'équipe de Football Club Marseille avec les Minots. Hein. C'est ce qu'ont fait Ben et Morad là-dessus. Moi, ça me paraît essentiel vraiment de réussir à raconter l'histoire de notre club via ses personnages, via ses époques et tout ça, d'une manière indépendante. Je suis entièrement d'accord, c'est l'essence de l'Olympique de Marseille, donc c'est important justement de le raconter et de l'expliquer. Bon, ben écoutez, Romain a des problèmes de micro, Ouais, visiblement. on n'entend pas. Romain. Alors, je vais prendre la relève. Voilà, je vais m'intituler, me transformer, je vais improviser le travail De Romain. de présentateur. Ben écoute, Benjamin, merci pour tout. Merci de nous avoir partagé cette histoire. Hein, de Gunnar Andersson. C'est vrai que c'était un plaisir. Honnêtement, moi, grâce à toi, moi personnellement, je te cache pas que voilà, l'histoire de ce joueur m'a vraiment touché. Et franchement, merci. Et je te souhaite bon démarrage. Enfin, tout quoi. Je te souhaite tout de positif en tout cas sur cette aventure-là, en espérant que tu puisses sortir ce film très bientôt. Ouais, bah, tout est prêt, j'ai envie de dire. Le plus dur a été fait hein, maintenant. C'est juste réussir à trouver des créneaux et trouver le bon tempo pour pouvoir enchaîner tout ça, mais je suis confiant. Ok. J'ai envie de dire que 99% du boulot a été fait. C'était pas facile tous les jours, mais on a réussi à le faire. Donc ce serait ridicule de pas réussir une bonne distribution. Ah oui, ça serait bête. Ouais, voilà, on va y arriver. On va y arriver. Ça serait dommage sur la dernière ligne droite de pas y arriver, je suis entièrement d'accord. Mais en tout cas, c'était vraiment super intéressant et on a découvert pas mal de choses et franchement, merci de ta participation. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Merci Benjamin, merci à toi. Merci. En tout cas, j'aimerais remercier Formed. Merci pour l'invitation. Moi, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, Edin Total Football. Je parle de l'actualité OM. On parle de tout. Voilà, hein. On est juste des passionnés. Je remercie Sabri, je remercie Kevin, je remercie toute la team Sportmed. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On vous dit à très bientôt. Bisous, bye bye tout le monde. Bisous ciao. À tous les auditeurs. Ciao. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Ciao.